Monsieur Jean-Jacques Bolzan, ravi d'ouvrir finalement cette table d'hôte. C'est vrai que les marchés de gros, les mines de France sont aujourd'hui des postes stratégiques, tant pour l'agriculture que pour les métiers de bouche. Quelques faits et chiffres pour que nous puissions tous ensemble déjà planter, je dirais, un décor et une réalité non seulement économique, sociale et sociétale grâce aux marchés de gros et aux mines. Très bien, d'abord merci pour cette invitation. Avec tous mes collègues ici présents, nous allons donc aborder cette thématique de l'importance des marchés de gros qui aujourd'hui prennent une place tout à fait des plus importantes au sein des métropoles et du territoire. Aujourd'hui, les marchés de gros sont les outils indispensables économiques dans les métropoles et les agglomérations pour la distribution alimentaire. Des outils créés dans les années 60 qui aujourd'hui retrouvent cette notion de distribution alimentaire. 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 24 marchés de gros adhérents à la fédération, donc sur un maillage territorial important au niveau national, plus un qui est la Belgique qui nous a rejoints. Vous voyez qu'on commence à grignoter à l'Europe. Bon, je salue aussi le président mondial Stéphane Layani, puisque moi je parle un peu d'Europe, mais enfin, lui pourra parler du système beaucoup plus global. Dire qu'aujourd'hui, les marchés de gros sont les circuits courts aussi, parce qu'on a des grossistes, on a des producteurs sur carreau, et qui mieux qu'un grossiste, mais ça je suppose que Christian en parlera tout à l'heure, qui fait du circuit court, qui va à la source, faire du sourcing. Et sur les marchés de gros, c'est là où on a le plus gros sourcing en termes de produits, une variété tout à fait importante. Et aujourd'hui, dans nos métropoles, et je salue Didier Chenet ici, les restaurateurs, les commerçants de proximité, les commerçants qui sont sur les marchés de plein banc peuvent venir et viennent s'approvisionner de plus en plus sur ces marchés de gros où on trouve des produits de qualité, durables, avec une traçabilité et avec des professionnels tout à fait compétents qu'on ne trouve pas ailleurs. Alors on le verra parce que c'est un axe stratégique entre l'amont et l'aval sur notre alimentation. Monsieur le Président Stéphane Layani, ravi de vous accueillir ce matin. Rungis est au-delà finalement de tous les superlatifs, donc je vous laisserai le soin en tout cas de le présenter. Mais c'est vrai que Rungis dans le monde entier, tout le monde connaît. Et j'allais dire, c'est même pas le ventre de l'Île-de-France, c'est peut-être le ventre international. Un exploit, une réussite, et qui fait encore aujourd'hui des émules. Cher Eric, le président Jean-Jacques Bolzan l'a rappelé, je suis président de l'Union mondiale des marchés. C'est à ce titre que je vais m'exprimer aujourd'hui, puisque, comme vous le savez, il y a la guerre en Ukraine, et les marchés de gros du monde, et la Fédération française des marchés de gros, se mobilisent aujourd'hui pour aider les civils ukrainiens en faisant leur métier, c'est-à-dire en massifiant et en concentrant les dons depuis Toulouse jusqu'à Rungis, puis ensuite au marché de Lublin, qui est à 70 km de la frontière ukrainienne, de façon à venir en aide, alors que la guerre fait rage en Europe, aux civils qui ont été lâchement attaqués par l'agression russe. Et donc, pourquoi parler de ça alors que ici on est là au Salon de l'Agriculture, à l'initiative de Gilles Maréchal, avec l'ensemble des marchés de gros de France? Parce que j'aimerais qu'on remette un peu de bon sens. Et l'église au milieu du village. D'abord, je salue l'initiative de Gilles Maréchal depuis 2 ans et à laquelle nous n'avons pas dérogé collectivement et Rungis en premier. J'ajoute que je regrette un peu, Monsieur Maréchal, qu'on soit entre nous. Évidemment, ça me fait très plaisir de voir mes collègues des marchés de gros et c'est très bien, mais j'aurais voulu pouvoir dire à des agriculteurs en vrai, d'une part, et d'autre part à des consommateurs, c'est-à-dire des restaurateurs et il y a un restaurateur, il y a Didier, et aussi au commerce de proximité. Et je ne vois pas de commerce de proximité. Stéphane, exactement, Président. On vous amène un agriculteur. On l'applaudit. Pas un des moindres, un Vendéen de surcroît. Voilà. Bravo. Sous vos applaudissements. Et donc, pourquoi je parle de l'Ukraine là ce matin? C'est parce que il faut remettre un peu de bon sens autour de la table.
le bon sens, c'est que Michel-Édouard Leclerc a cru, plus exactement, Édouard Leclerc a cru il y a 30 ans qu'en supprimant ce qu'il appelait un intermédiaire, il allait mieux servir les consommateurs. Eh bien non, il a tué 2 professions. Il a tué une grande partie de l'agriculture française et il a tué une grande partie du commerce de proximité traditionnel français. On ne s'est pas laissé faire puisque les marchés de gros ici présents se sont positionnés pendant 20 ans, depuis 90, autour de la qualité, des produits locaux, de la marge, de la rémunération des agriculteurs. Et on a su faire notre métier. Et la preuve que nous sommes aujourd'hui incontournables, c'est qu'on est toujours là. Que Rungis fait 10 milliards de chiffre d'affaires, en croissance de 5% par an, que l'ensemble des marchés de gros fait entre 13 et 14 milliards de chiffre d'affaires, avec des croissances identiques, et que finalement, chacun doit faire son métier. L'agriculteur doit produire, il doit se concentrer sur la production. Nous, on n'est pas contre le direct, hein, on trouve ça bien, mais c'est anecdotique. Les marchés de gros, c'est 15% de part de marché en France et beaucoup plus dans le monde, et c'est une part de marché qui est en train de se développer. Moi, j'ai 60% sur la région parisienne. Donc la grande distribution, pour moi, c'est peanuts sur la région parisienne. Et donc, et puis, les consommateurs. Les consommateurs, nous, on les voit parce qu'ils viennent sur le marché physique. On sait ce qu'ils veulent. On sait qu'ils veulent des produits diversifiés. Ils veulent de la qualité, avant tout de la qualité. Ils sont encore intéressés par le prix. Dire qu'ils ne s'intéressent pas au prix, c'est faux. C'est une erreur. Et enfin, ils veulent des produits locaux. Et pour toutes ces raisons-là, les marchés de gros, c'est le cahier de tendance de l'agriculture française. Et donc, de la même manière que dans un bon repas, il faut une entrée, un plat, un dessert, nous on est le plat de résistance. Et le reste, c'est un petit peu les akouskis à côté. Et donc, moi je dis, c'est assez simple, hein, je dis à Didier, mon collègue Didier Chenet, d'ailleurs qui est toujours mon sparring partner, et je le remercie et je le salue de faire le travail qu'il fait. Il est incroyable, il est sur tous les plans et je suis content d'être son partenaire. Je dis aux restaurateurs, revenez sur les marchés de gros, ça vous donnera des idées, hein, et ça vous permettra d'être dans la saison. Et je dis aux agriculteurs, y compris aux agriculteurs de Vendée, il y a des très beaux marchés en Vendée, et je les salue. N'oubliez pas les marchés de gros, parce que c'est vos débouchés naturels. Vous y avez le droit d'y être présent directement. Ce sont des services publics, alors que tous les autres, nous sommes le seul service public alimentaire, tous les autres, ce sont des privés. Donc nous, on a été créé par la loi pour ça. Et donc à partir de ce moment-là, moi j'attends des pouvoirs publics qui remettent la balle au centre et qu'on ne soit pas sans arrêt dans ce débat sur les négociations commerciales. Mais de quoi parle-t-on quand on parle des négociations commerciales? De quoi parle-t-on? Eh bien, je vais vous le dire. On parle des marchés de commodités. Mais les Français, ils ne mangent pas des commodités. Ils mangent pas des tonnes de céréales, des millions d'hectolitres de lait. Ils mangent des fruits et légumes, de la viande de qualité, des fromages, du beurre. Et ça se trouve sur les marchés de gros. Et donc, moi, j'aimerais bien qu'on mette un peu de raison dans tout ce débat-là. Et j'ai une idée qui est assez simple, mais je pense que j'arriverai à la faire parvenir au président de la République et aux candidats qui se sont prononcés. C'est qu'il faut rendre obligatoire, et ça c'est simple, ça vaut toutes les lois, le passage
sur les marchés de gros, parce qu'il n'y a que le marché, l'offre et la demande, qui nous permet de sortir de la négociation stérile et qui permettra de donner un prix rémunérateur aux agriculteurs d'une part et d'autre part le juste prix pour le consommateur. Et donc moi je pense que l'essentiel des transactions, de ce que les Français mangent, doivent passer obligatoirement par les marchés de gros. Et ça c'est ma revendication pour ces élections présidentielles. Voilà ce que j'avais à dire, cher Eric. Cher Stéphane, le message est bien passé. Je voulais en profiter parce que lorsqu'on a justement cette dynamique, je voulais me retourner vers vous, Christian Berth, président du marché de gros de Lyon-Corbas, parce que ce que Stéphane Layani a évoqué, c'est un métier de passion, d'exigence. Je sais qu'on se lève tôt dans ces professions et c'est toujours ce regard sur l'amont et l'aval que j'adore, parce que c'est prendre soin de cette agriculture. On l'évoquera, qu'elle puisse être, je dirais, de volume ou de détail, parce que sur le carreau des producteurs, c'est vrai, à Lyon-Corbas, il y a une âme, sa vie. On a envie, en tout cas, de flâner au-delà de faire son commerce. Et c'est vrai que ce métier de grossiste, je voulais que, entre nous, parce que ce matin, c'est à eux qu'il faut certainement rendre hommage, parce que ces hommes et ces femmes travaillent ardemment chaque jour, comme l'évoquait le président Stéphane Layani, pour nous nourrir et pour nous réveiller les papilles. Oui, bonjour Eric. C'est délicat de répondre tout de suite à ta question, parce que ce qui a été dit, la concentration des propos tenus par Stéphane, en fait, c'est la synthèse. Nous sommes un lieu où les gens travaillent déjà de très bonne heure, donc très compliqué de faire connaître leur métier. Parce qu'en fait, quand on se lève à 2h du matin, on peut difficilement aller à un cocktail à 20h. Donc il faut des porte-parole comme les présidents qui sont ici, parce que c'est ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que les opérateurs, eux, ne peuvent pas se mettre en avant, parce qu'ils sont au charbon. Donc on peut pas être au charbon et au cocktail, même si c'est des moments sympathiques, mais c'est surtout des moments très importants pour faire connaître ces métiers. Nous avons été, Stéphane l'a pas dit directement, mais pendant des décennies, les gendarmes de la profession du commerce. Parce qu'en effet, 100% des trafics passaient par les marchés de gros, ce qui voulait dire qu'il y avait des dizaines de milliers de producteurs en plus, des dizaines de milliers de détaillants en plus, et que ces milliers de fournisseurs, ces milliers de clients généraient une offre, une confrontation de l'offre et la demande, qui est en fait aujourd'hui ce qu'on voudrait créer artificiellement par la loi, la valorisation. Parce que sur un marché de gros, on va trouver un restaurateur qui a besoin d'un calibre spécifique, mais on va trouver aussi un forain de marché, on va trouver un meilleur ouvrier de France. Donc il y en a un il va lui falloir un calibre adapté à sa clientèle. Un pommier ne fait pas une pomme standard. Donc il y a la petite qui va aller au pâtissier, la moyenne qui va aller pour le marché forain, le deuxième choix qui va aller pour l'industrie, enfin pour être travaillé. Donc nous valorisons tout produit. Et dans une société où aujourd'hui on prône l'anti-gaspi, et ben ça aussi, le marché de gros, c'est génétique, c'est un lieu d'anti-gaspi. Et en plus en France notamment, on est exemplaire devant l'Europe et devant le monde entier. C'est pas le président, je pense, qui va me contredire. On a un taux de perte sur les marchés qui est tellement insignifiant que la ménagère ou le cuisinier que je peux être, lorsqu'il prend une courgette par exemple, le simple fait de couper la tête de la courgette et le derrière de la courgette génère plus de pertes que nous en générons sur nos marchés. Donc voilà ce que c'est un marché de gros. C'est un lieu anti-gaspi, c'est du choix, et puis surtout c'est un faire-valoir régional. Le local, chacun a plus ou moins sa définition du local. Je pense qu'aujourd'hui, enfin tout le moins c'est ma conviction, la région c'est quelque chose, c'est un territoire typiquement représentatif d'un marché de gros. Voilà, un marché de gros, c'est le faire-valoir d'une région. Et comme vous l'avez dit, eh ben ces métiers, ils sont faits par des gens passionnés, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui avoir des rythmes de travail et des charges de travail aussi importantes s'il n'y a pas une passion derrière. Passion renouvelée tous les jours, parce que tous les jours, ben, c'est des nouveaux produits, c'est de nouvelles saveurs, c'est des nouvelles senteurs. Et oui, je pense qu'on peut être fier de nos marchés de gros et de ce qui s'y passe.
C'est pour cela que c'est pas sans raison ce matin une belle signature qui va là aussi acter dans la valorisation des métiers de grossiste. C'est important avec l'UNC et GFL. Je voulais profiter également de la venue de Nantes que je connais également particulièrement parce que quand on parle du métier, j'aime bien aussi la notion de service, la notion de qualité. Et c'est vrai que je voulais, non pas par favoritisme géographique, mais laisser la parole à Maury Anoto parce que le mine de Nantes propose là encore, au-delà de la qualité de ses produits, réellement, je dirais, une offre environnementale qui est pertinente, une gestion là aussi des déchets qui est séduisante. On le voit parce que la collecte et le dépôt des déchets, c'est encore moins de déchets dans nos centres-villes. Ce mine, même s'il a bougé, parce qu'il était au cœur de la ville, cher Christian, un petit peu comme Lyon, aujourd'hui il est en extérieur, mais il répond encore plus à l'usage des professionnels, de l'agriculture et du monde de la restauration. Ouais, j'ai l'avantage de pouvoir diriger un mine qui est vraiment tout récent, puisqu'il date de 2019, suite à un déménagement réussi, avec l'accompagnement de tous les grossistes, aussi bien sur un mine que sur le pôle agroalimentaire qui est juste à côté, ce qui fait un secteur de 55 hectares regroupant tous les professionnels. Et un gros travail qui a été fait par Nantes Métropole sur la création de ce nouveau mine, ça a été de vraiment mettre le côté environnemental en avant, avec la plus grande centrale photovoltaïque sur le toit, 31 000 m², dont une partie en autoproduction. Un gros travail sur tout ce qui est isolation des locaux pour limiter les pertes par rapport aux locaux frigorifiques. Des centrales mutualisées pour la production du froid. Et également un très gros travail sur la partie anti-gaspillage et traitement des déchets, où on travaille énormément en collaboration avec le Secours Populaire et une dizaine d'autres associations, où on a réussi à passer en l'espace de 3 ans de 400 tonnes d'invendus récupérés et redistribués à 1200 tonnes en 2021. Et ce qui a permis également de baisser énormément nos volumes de déchets, où aujourd'hui, on a à peu près 2500 tonnes de déchets sur le mine, dont 100% sont valorisés. C'est-à-dire qu'aucun ne part en incinération sans valorisation minimum énergétique, et 80% sont triés avec une très grosse partie de récupération, dont les biodéchets, pour produire du méthane et du CO2 qui repart chez les agriculteurs pour la production. Merci à Maury pour ces précisions. Je voulais me tourner justement dans une diagonale opposée auprès de Madame la Présidente du mine de Strasbourg, Madame Doris Ternois. Justement, on le voit, ces pertinences sur les territoires. Eh bien, de Nantes à Strasbourg, j'imagine que c'est la même passion qui se déploie et qui permet finalement de vitaliser cette agriculture et les réseaux des métiers de bouche. Absolument, c'est tout à fait la même optique. Alors nous, on est un très ancien mine, un petit mine. Donc on a tous ces projets de naturation, de reverdir le mine, augmenter. On n'a pas de photovoltaïque, donc il faudra aussi penser à ça. Et c'est notre projet dans les 4 prochaines années. Très bien. Je me retourne vers Monsieur Nicolas Barthes, président du marché de gros de Perpignan. L'arboriculture doit pas être en reste, j'imagine, autour de Perpignan. Comment ça se passe également au sein du mine de Perpignan, du marché de gros, pardon, de Perpignan. Le marché de gros de Perpignan valorise et met en avant une filière agricole importante. Le département des Pyrénées-Orientales est le théâtre finalement de cette agriculture avec une richesse énorme. Mais moi, j'ai envie de rebondir aussi sur les propos de Monsieur Layani. Effectivement, on parle de crise. Là, c'est une crise diplomatique avec la guerre et l'Ukraine. Quelle est la valeur refuge d'une crise? Eh bien, on s'aperçoit que c'est nos mines et ce sont nos marchés de gros et c'est le marché de gros de Rungis. Dernièrement, une crise en amène une autre, la crise du Covid-19. Nos marchés de gros, nos mines, à un moment donné, étaient les seuls commerces, entre guillemets, ouverts. Donc ça, c'est important. Et les gens ont pris conscience. On dit qu'on change d'époque, mais effectivement, on le change réellement. Les gens ont pris conscience de l'importance du commerce de proximité, de l'importance du commerce direct pour répondre à ces problèmes de crise. Donc, effectivement, le marché de gros de Perpignan, eh ben, il est la résultante de ce changement de société et c'est ce changement que nous souhaitons prendre. Alors, comment nous l'abordons ? Déjà en faisant l'état des lieux de tous les locaux qui sont disponibles. Tout à l'heure, nous allons plus précisément ce soir signer un manifeste pour l'éducation. Eh bien, dans le marché de gros de Perpignan, avec Madame Puiseux, qui est notre technicienne qui m'accompagne, nous allons installer une plateforme alimentaire qui sera capable de fournir et de nourrir et d'alimenter, si je peux employer cette expression, les écoles de notre département. Et c'est ça aussi. C'est permettre aux enfants de pouvoir
goûter, de pouvoir apprécier les produits de notre département. Je rebondis aussi sur le fait que le marché de gros de Perpignan, alors on parle de marché de gros, de Formule 1, de grossistes, mais ce qui m'a frappé quand j'ai été élu président au marché de gros de Perpignan, c'est qu'on retrouve de tout. Il y a une palette sociétale impressionnante. Ça va du petit retraité aux professionnels. Il faut savoir qu'au marché de gros de Perpignan, il y a 500 à 600 acteurs. Et dans ces 600 acteurs, il y a une analyse, une représentation sociologique intéressante allant du petit retraité, qui arrondit ses fins de mois, aux professionnels. Donc, voyez le rôle sociétal que jouent les marchés de gros dans tous nos départements. Donc c'est important d'en prendre conscience aujourd'hui et je suis content que vous mettiez en lumière notre travail. Merci. Ça fait plaisir de vous entendre toutes et tous parce que on le voit, président Layani, c'est une formule qui fonctionne, c'est une formule qui dynamise nos territoires. Je voulais, on ne peut pas finir ce tour de table de France, bien évidemment, sans aller faire un petit tour aux mines de Cavaillon. Monsieur Benoît Mathieu, merci d'être avec nous. Justement, comment ça se passe également chez vous? Alors, je vais faire de la redite par rapport à ce qui a été dit. Oui, mais elle est des fois nécessaire. Les 2 dernières années ont été 2 excellentes années pour le mine de Cavaillon, puisqu'on est sur des taux de croissance de plus 15% pour l'année 2020 et plus 15% pour l'année 2021. Donc, le mine de Cavaillon, c'est un marché de gros avec une quinzaine d'acteurs, 35 000 tonnes de fruits et légumes sur l'année dernière. Nous aussi, on mène de nombreuses initiatives sur les déchets, notamment sur les déchets verts, puisque depuis le 1er janvier 2022, nous travaillons avec une start-up qui s'appelle Mutatech, que nous lui amenons nos déchets verts, que ces déchets sont consommés par des mouches qui ensuite pondent des larves. Ensuite, on broie ces larves et on en fait des farines animales. Donc, d'ici à la fin de l'année, on ne perdra plus un seul kilo de déchets verts, tout sera valorisé. On est en période d'essai en ce moment et si l'essai est concluant, tous ces déchets verts seront emmenés vers cette start-up Mutatech qui est une filiale du groupe Veolia Environnement puisque Veolia a pris une participation minoritaire dans ce groupe-là. On va également, puisque le mine de Cavaillon est un mine de producteurs, recruter une personne spécifique puisque ces dernières années, on a, et c'est ce que disait Stéphane, on a perdu quelques producteurs, quelques agriculteurs, donc on veut les faire revenir sur notre carreau des producteurs. Et donc c'est une initiative qu'on va lancer à partir du mois de septembre. Voilà. Parfait, merci. Bruno Mathieu. Justement, clin d'œil avec vous, monsieur Jean-Luc Dupéret. On part sur Grenoble. Passez le micro, s'il vous plaît. Voilà, moi je voulais revenir sur la partie transition énergétique, oui, pour lequel on est en pleine réflexion et probablement en pointe. Vous savez que Grenoble a une longue tradition environnementale. Je suis parti de Grenoble hier et on donnait les premiers coups de pioche pour installer une station à gaz aux portes du mine. Voilà, donc le mine, c'est aussi des zones où on est en pleine réflexion sur tout ce qui est transition et notamment ces transitions énergétiques. Monsieur Didier Chenet, je voulais rebondir parce qu'avec autant de paroles, quand même, on le voit là, cette nécessité aujourd'hui, en tant que grand syndicat, là aussi de porter la restauration, aller à la rencontre, et le président Layani l'évoquait. C'est vrai que ce sont inévitablement des lieux de passage et pas que de passage. Ça doit être des lieux de vie. Là, notre restauration doit, au-delà d'une inspiration, se fournir, j'allais dire presque prioritairement, au sein de nos marchés de gros et de nos mines. Mais je suis tout à fait d'accord, et Dieu sait, si nous en discutons, bien entendu, avec Stéphane et puis d'autres, je crois que moi, j'ai noté quelques mots qui vont totalement dans le sens, je dirais, de ce que aujourd'hui les restaurateurs prônent, ne serait-ce que pour répondre à l'attente de leurs clients. Quand j'entends circuit court, traçabilité, anti-gaspi, tout ça sont des mots qui sont importants. Ça veut dire qu'on partage aussi des valeurs. Au-delà des produits, on partage des valeurs. Quand j'entends parler de gestion des biodéchets, nous, ça fait 8 ans avec notre organisation que nous prônons la gestion des biodéchets, que nous avons organisé cela au niveau de notre organisation. Donc, oui, je le dis, le fait que aujourd'hui vous fassiez peut-être plus savoir vos carreaux, je pense que certains ont encore l'image des mines avec des grosses entreprises, alors que vous avez des carreaux sur lesquels on retrouve donc des petits producteurs, on retrouve le besoin
d'informer de la traçabilité, de cette qualité des produits. Alors vous savez, j'ai la chance là, je sais que donc Toulouse est représentée, Nantes est représentée. Je dis ça parce que nous sommes en relation très étroite avec ces deux mines. Je demande pas mieux que de l'être avec les autres, bien entendu. Eh bien, moi je pense que quand c'est possible, il faut aller jusqu'au bout pour amener, je dirais, nos adhérents et tout. Si on peut s'installer dans le mine, ben, on le fera et on essaiera donc de trouver, nous, une possibilité, vous voyez, de localisation dans le mine. Rien de plus facile, rien de plus simple pour faire venir et faire comprendre à nos adhérents et nos restaurateurs. Ben, de toute façon, il y a une réunion de bureau, ben, elle est aux mines. Voilà. Merci Didier. Justement, je voulais laisser la parole, comme on dit par chez nous, un paysan. Ça fait du bien ça d'avoir un paysan. Tu vois, c'est notre avenir. On le sait, en Vendée, bon nombre monte au carreau des producteurs du mine de Nantes. C'est important. Je vais te laisser te présenter, François, et puis nous donner un mot. Donc bonjour à tous. Donc François Arnoux, agriculteur dans le sud Vendée. Donc je suis uniquement en production céréalière et aussi en production de semences. Donc je produis du blé tendre, du blé dur, du tournesol, du colza, de la luzerne, du pois chiche, de la mogette évidemment en Vendée. Voilà à peu près ce que je produis. Je suis très très content d'être là ce matin parce que en fait, grâce à Agri Demain et au partenariat qu'il y a avec les marchés de gros, j'ai en fait découvert depuis 2 ans tout ce que vous faisiez. Et sachez, Monsieur le Président, que je suis vraiment fan de tout ce que vous pouvez. D'ailleurs, on s'était rencontrés il y a 2 ans ici, et depuis, je vous suis vraiment régulièrement, et je partage complètement l'analyse que vous avez fait tout à l'heure, parce que évidemment qu'on est parfaitement conscient que la grande distribution nous a fait beaucoup de mal, aussi bien pour nos revenus que pour les petits commerces. Et nous sommes vraiment, nous comptons vraiment sur vous, en fait, pour continuer à nous aider à développer et à mettre sur le marché nos productions, évidemment. D'ailleurs, le carré de producteurs en Vendée est également un bon exemple. Et moi, j'avais aussi une revendication, comme vous avez fait par rapport au moment des élections, c'est qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on voit que l'alimentation revient au goût du jour et sous le feu des projecteurs. Et nous, on est vraiment sous des surtranspositions en France, alors qu'on a tous les moyens pour faire bien. Et on fait déjà bien, on s'est toujours adapté. Et on peut faire mieux si on nous laisse un petit peu tranquille. Et je crois que ça va malheureusement, vis-à-vis de tout ce qui se passe, un peu changer. Et le message qu'on peut faire passer aujourd'hui aux élections, aux candidats des élections, c'est remettons un petit peu de bon sens autour de nos productions, autour de nos pratiques, parce qu'on peut vraiment fournir la production qu'il faut et garantir cette sécurité dans les pays, parce qu'on sait que l'alimentation est un élément essentiel. Donc, on est avec vous. Je suis fan. Et vraiment, on est là pour produire, et on aimerait encore produire plus et mieux, c'est sûr, mais on le fait déjà. Merci François, ça c'est un témoignage. Didier, oui, tu souhaitais... j'ai juste oublié quelque chose d'important, puisqu'on parle de propositions pour les présidentielles. Nous, parmi nos propositions, nous voulons que le nom restaurant soit une appellation sauvegardée. On a trop laissé les gens faire n'importe quoi et de se mettre restaurant. Donc nous, on va essayer de le faire déposer, comme à l'instar des boulangers. Et là, on aura besoin de vous, parce qu'on est en totale liaison et en phase avec vous et avec ce que vous faites. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Bon, pour tourner vers un mot de la fin, on aurait pu rester des heures ensemble parce qu'on voit tant de sujets à aborder. Une dernière note, Président Stéphane Layani, c'est on évoquera la pédagogie. Ce soir, là aussi, un rendez-vous très important. On a besoin d'éducation au-delà de nos estomacs, de nos esprits, parce que c'est vrai que nous appartenons à un territoire. On se fiche sur nos terroirs. C'est important aujourd'hui qu'une pédagogie se mette en place, parce qu'au-delà de l'économie, il y a aussi ce bon sens que nous avons tous. Et on nous nourrit, et il faut regarder cette agriculture comme telle, vais-je dire. Et bien sûr, vous qui êtes des passeurs de savoir, des passeurs de goût, des prestataires de services, qu'on vous préserve le plus longtemps possible. Eric, d'abord, avant de te répondre, moi je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Didier et sur ce qu'a dit Monsieur Arnoux. Sur ce qu'a dit Didier,
c'est une très bonne idée, ta suggestion. Il faut qu'il y ait des restaurants sur les mines. Et je pense que les directeurs et présidents de mines s'honoreraient de discuter avec le GNI de façon à ce que nous structurions notre action au niveau régional. Et donc, excusez-moi, ça c'est pas très grand public, mais je trouve que depuis qu'on travaille, c'est-à-dire depuis 5 ans, on se connaît depuis 30 ans, mais on travaille bien ensemble depuis 5 ans, il se trouve que le GNI est rentré dans Rungis Academy, a repris le dernier CFA de la poissonnerie, a fait le CFA Médéric à Rungis, et tout ça, la formation, c'est un moyen de faire venir les restaurateurs sur les mines. Et donc, moi, je voudrais rendre hommage au Groupement national des indépendants pour le travail qu'il fait au niveau local, avec l'autre organisation aussi, hein, l'UMIH. Je suis pas sans savoir que les organisations ne sont pas placées de la même manière sur tout le territoire, mais pour nous, Parisiens, le GNI est très important. Et donc, bravo pour ton travail. Alors, sur ce qu'a dit François, d'abord, premièrement, comme l'a dit également d'ailleurs Christian Berthe, les agriculteurs sont l'objet de notre intérêt principal. Et je voudrais simplement dire une chose sur la surtransposition. Il se trouve, mais ça n'a rien à voir, excusez-moi, mais je peux expliquer la surtransposition. Il se trouve que j'ai été pendant 3 ans expert national détaché à Bruxelles, à la Commission. Comment se passe la surtransposition? C'est pas du tout la France qui se dit « Ah oui, oui, on va faire plus que l'Europe ». Non. C'est l'Europe qui s'inspire de réglementations qui sont faites en France et qu'on retranspose après. Et donc, c'est une partie de ping-pong. Et donc, moi, je dis à la principale organisation agricole, la FNSEA, les autres, elles comptent moins, il faut dire les choses. Vous faites, je le dirais si Christian Lambert était là, alors on va le dire positivement parce que je suis toujours positif. Améliorez votre lobbying à Bruxelles. Dans les années de la création du traité de Rome aux années 80, la France était forte, on avait un commissaire agriculture, on avait la DG agriculture était une DG française. Ça fait 20 ans, et je dis bien 20 ans, et c'est avant Christiane, que les agriculteurs français ne sont pas suffisamment présents à Bruxelles. Et donc, la réalité, c'est que si on veut arrêter la surtransposition, il faut, d'une part, mieux travailler son lobbying. Et deuxième chose, je sais bien que ça n'intéresse pas tout le monde, mais il faut accepter que le débat est devenu plus compliqué. Il y a eu la création d'une DG environnement. Il y a des lobbies environnementaux qui sont puissants. Et donc, je trouve que les agriculteurs sont capables de faire la synthèse. Mais s'ils ne sont pas capables de faire la synthèse, et si on joue sans arrêt aux cow-boys et aux indiens, aux gendarmes et aux voleurs, eh bien, on ne sortira pas de cette aporie du système. Et je vois Guillaume qui nous rejoint, et je vais répondre à ta question, Eric. J'étais le premier à Europe 1 à demander des cours de cuisine obligatoires à l'école. Je me réjouis d'abord d'avoir été rejoint par mes collègues des marchés de gros. Je me réjouis que l'ensemble de la société civile demande aujourd'hui, et nous allons le demander collectivement, avec le think tank des Échos, avec Agri Demain, avec la Fédération des marchés de gros, avec les restaurateurs, avec l'ambassadeur de la gastronomie française, Guillaume Gomez. Je me réjouis que nous allons collectivement demander la réintroduction de l'éducation à l'alimentation, à la gastronomie, à la restauration. Et donc ça, c'est une très très bonne nouvelle. Je ne sais pas comment vont réagir
les élus par rapport à cette demande, mais mon petit doigt me dit que cette demande est très populaire. Nous les avions. Monsieur l'ambassadeur de la gastronomie française, cher Guillaume, c'est important, on le voit, il y a un grand écart entre les bancs, je dirais, de l'école. Dès la 6e, on avait des cours de cuisine dans le temps. Au banc de Bruxelles, on voit, et le président Layani l'évoquait, toute la dureté du travail et la nécessité d'avoir un ambassadeur qui porte fièrement non seulement l'agriculture, les métiers de bouche, notre gastronomie. C'est plus qu'un flambeau, c'est, comment dire, un fait de cœur, j'allais dire, cher Guillaume. Bah, cette gastronomie, cette alimentation, elle ne se fera pas sans une agriculture de qualité, on le sait, et sans un système de distribution de qualité. Donc, merci, cher président Layani, et merci à toutes et tous de passer sur notre stand de ce matin, Agri-Demain et Eurotalk. Vous savez, donc, ce partenariat entre Agri-Demain et Eurotalk, c'est le fait que ces producteurs, ces agriculteurs, ces faiseurs, celles et ceux qui nous font ces produits puissent rencontrer, échanger avec les chefs de cuisine qui eux les transforment. Et on l'a dit, si cette gastronomie française elle peut rayonner aujourd'hui à travers le monde, c'est grâce, on le dit souvent, à notre agriculture et à nos producteurs. Et je le dis aussi assez souvent, et cher Stéphane Layani, tu le sais, c'est avant tout grâce à ce système, à ce réseau de distribution que vous animez, aussi bien sur le territoire qu'à l'international. Donc c'est quelque chose d'important. Merci, président Layani, de rappeler cette importance de l'éducation à l'alimentation. Je suis passé tout à l'heure, vous étiez en train de parler parce que je devais aller signer un manifeste là-bas, et on avait déjà, à partir de 8 heures, sur le stand d'Interfel, une table ronde sur l'éducation à l'alimentation. On prône ces cours de cuisine à l'école, c'est pas pour en faire des chefs de cuisine, même si on a une pénurie de main d'œuvre, on le sait. Mais c'est avant tout pour en faire des meilleurs consommateurs, donc des meilleurs citoyens. Parce que cette alimentation, elle sera, on le sait, elle l'est déjà, mais elle le sera encore plus demain, plus engagée en termes de santé, en termes social et en termes d'environnement. Et on a besoin de tous les acteurs, et moi je crois beaucoup dans cette hybridation justement des savoir-faire et que les gens se rencontrent pour échanger, parce que c'est tous ensemble, le président Layani l'a dit, c'est tous ensemble que nous arriverons à faire changer les choses. On va pas se mentir, il faut avoir l'humilité de reconnaître que tout ce que l'on a fait pour le moment, que ce soit les petits déjeuners que nous avons lancés dans les écoles, les cours de cuisine, les semaines du goût, ça fait plus de 30 ans qu'on anime des semaines du goût, c'est formidable, ça fonctionne, on le voit bien, les enfants s'y intéressent, les professeurs s'y intéressent, mais le bilan, en fait, quand on le regarde, il sert à rien. Les chiffres, on va signer tout à l'heure un manifeste de l'Open Agri-Food. Aujourd'hui, la mauvaise alimentation, le diabète et le cholestérol dû à la mauvaise alimentation coûtent aux contribuables français 40 milliards d'euros en 2020, 100 milliards en 2030 si on ne change rien. De plus en plus, 17% des jeunes enfants souffrent d'obésité, 16% des adultes, 18% des jeunes filles. Donc, on le sait, c'est vraiment un drame mondial puisque ça touche le monde. Bien sûr, en fonction aussi des zones, c'est un petit peu différent, mais on voit que ça touche tout le monde, aussi bien la population dite de cadre sup que les autres, les zones prioritaires que d'autres. Donc, un premier pas était de lutter contre cette précarité alimentaire avec le petit déjeuner à l'école, mais ça ne suffit pas. Il faut vraiment aller vers une éducation à l'alimentation. Il en dépend bien sûr de notre santé, de la santé de la planète et de la santé de notre économie. Donc, merci à Agri-Demain d'animer ces tables rondes. Merci à vous de votre participation. Je salue le président Chenet qui est vraiment un fervent supporter de nos tables rondes, puisque je l'ai déjà vu une ou deux fois sur nos tables rondes. Il y a pris goût. Il y prend goût, mais il représente bien sûr tout le groupement national des indépendants, donc c'est important que la parole soit donnée. Chère Babette, merci de ton arrêt à notre stand. On était Babette, ensemble sur la chaîne des banques alimentaires il y a quelques minutes. Je sais le travail que tu fais notamment pour l'Île-de-France pour prôner les Outre-mer aussi, mais ton rôle engagé ici, on le sait que cette France, elle rayonne de ses territoires, de toute cette gastronomie. Donc merci à toutes et tous. Bon petit déjeuner. Je sais pas si vous avez peut-être fini. Je vois qu'il reste du miel. Vous avez pas fini le miel, donc il doit y avoir un producteur de miel si on a du miel aussi beau là, non? C'est un juste vendéen. C'est un juste vendéen. Ah, c'est parfait. Alors, c'est une très belle démarche. J'étais avec eux justement. Ici, non, mais tout à l'heure ce matin à Vénézuela. Voilà, bon petit déjeuner et à très vite et on se recroise dans la journée. Je voulais laisser la parole à Gilles Maréchal, parce que sans Agri-Demain, tout ce que vous vivez ne serait pas possible. Un dernier mot pour vous remercier d'une part de ce débat très intéressant, et puis vous inviter à regarder ce set de table et le clip qui va apparaître, puisque pour continuer ces débats, pour que l'ensemble de la France entière prennent conscience de l'importance de l'agriculture, de l'alimentation et de tous ces acteurs. Nous avons donc organisé nous organisons pour la deuxième année consécutive les journées nationales de l'agriculture partout en France. Il y avait 1000 sites l'an dernier qui ont ouvert et 100 000 personnes qui sont venues.
L'objectif cette année, c'est 2000 sites et 200 000 personnes. Et je voulais remercier Stéphane Layani et Rungis et les marchés de gros aussi, bien sûr, qui nous ont soutenus depuis le départ. Stéphane qui repart avec nous pour cette deuxième édition. Et je suis persuadé que petit à petit, chaque année, les journées nationales de l'agriculture vont s'imposer comme les journées du patrimoine ont su le faire. Eh bien, l'idée, c'est de montrer que l'agriculture, l'alimentation, la gastronomie font partie du patrimoine français. Merci à tous. Très bien. Merci, Gilles. Justement, Gilles, parce que pour informer l'ensemble des marchés, on a évoqué cette possibilité-là avec Gilles Maréchal, que pour les journées nationales, on ait une ouverture avec des animations spécifiques dans chaque marché, pour s'inscrire également plus largement et moins institutionnellement dans les journées nationales, comme c'est le cas à Rungis. Merci à vous tous. Je vous souhaite une belle journée. On aura le plaisir, sachez, d'accueillir un spécial Mine Nantes Métropole de 12h à 13h. On va se faire plaisir ici aux tables d'hôtes. Favoritisme régional, mais mon cœur bat nantais. Amaury, Frédéric, je vous retrouve tout à l'heure avec tous nos invités. Merci et beau déroulé.